Très belle musique de Marianne Faithfull. Je suis heureuse d'accueillir Sarah Baruch pour son très beau roman Envole-moi. Envole-moi, et c'est chez Albin Michel. Sarah, bonjour. Bonjour Anna. Je vous vois vous agiter sur votre siège. Évidemment, vous êtes émue. Vous avez reconnu la chanson? Oui, tout à fait. C'est la chanson, le thème de Thelma et Louise, le film Thelma et Louise. Thelma et Louise de Ridley Scott, où on découvre un tout jeune homme très sexy qui n'est autre que Brad Pitt. Exactement. Je suis sûre que vous en souvenez. Oui, non, mais ça c'est sûr. La première apparition de Brad Pitt, tout maigre, oui. L'air tout gentil, où effectivement... Pas gentil du tout d'ailleurs. Voilà, il n'est pas du tout gentil, mais on lui donnerait effectivement le bon Dieu sans confession. Alors, c'est vrai, Sarah, Envole-moi, c'est un très joli roman. Comme je disais hors antenne, mon fil rouge, ça a été quand même ce film Thelma et Louise. Vos deux héroïnes, Marie et Anaïs, évidemment, pour elle, c'est un film référence à tel point que Marie va presque entraîner Anaïs dans une course éperdue, un petit road trip qui va pas bien se terminer, on va le dire. On va pas tout donner, hein, non, on va essayer de pas tout donner. On va pas essayer de tout donner. La première question, parce que je vais vous laisser parler, Sarah, quand même. La première question que j'ai envie de vous demander, comment vous avez eu l'idée de ce roman après deux autres livres que vous avez écrits, dont un très poignant. Elle voulait juste marcher tout droit. On s'était vu pour en parler. Vous étiez venue, voilà, oui, une petite fille dans l'après-guerre. Magnifique. Ouais. Alors vous avez le don quand même, Sarah, je dois dire, de faire parler à la fois les enfants et les adolescents, comme si en fond c'était tout près de votre cœur. Hein. C'est un vrai talent. Hein. Je suis immature en fait. Moi, ce que j'ai voulu dire. Mais est-ce que les artistes sont pas tous un peu des grands enfants finalement? On a toujours un enfant en nous. Je crois qu'on peut être un adulte épanoui lorsqu'on arrive à l'entendre. Ouais. Quand on fait tout pour le faire taire, il se manifeste en nous faisant un peu éclater, en nous faisant faire des bêtises. Donc, en tout cas, les bêtises, éclater, tout ça, Sarah Baruch, c'est dans ce roman Envole-moi. Alors, comment vous avez eu l'idée? Je crois que c'est un roman, peut-être un de vos romans, c'est le troisième le plus personnel, peut-être? Oui. Je voulais un ton intimiste et il y a effectivement une partie qui est un peu autobiographique, pas l'ensemble du roman, mais en tout cas... J'espère. Oui. En tout cas, tout ce qui concerne l'adolescence des deux jeunes femmes. J'avais envie de quelque chose de féminin. J'avais envie de traiter de sujets sérieux dans la tête des femmes. J'ai l'impression que lorsque l'on parle de femmes, comme on dit aujourd'hui, d'empowerment, qui reprennent le pouvoir sur leur vie, qui reprennent leur liberté, on les cantonne à des sujets uniquement féminins. Alors que là, finalement, j'essaie de parler de racisme, j'essaie de parler d'ascension sociale, évidemment de problèmes féminins, mais pas que ça, parce que pour moi, le féminisme, c'est aborder tous les sujets à travers le regard des femmes dans la société. Alors le féminisme, il n'y a pas que ça, bien sûr, puisque c'est une histoire très forte d'amitié, comme il y en a finalement assez souvent chez les petites filles, comme ça, et puis ça perdure dans l'adolescence. Alors en fait, Anaïs et Marie se connaissent depuis l'enfance, leur plus tendre enfance. Dès leurs 6 ans, elles se sont rencontrées, elles ont passé toute leur adolescence collées l'une à l'autre. Elles étaient complètement fusionnelles, comme effectivement les petites filles, puis les jeunes filles le sont souvent. Et elles se sont perdues de vue et elles savent pas vraiment pourquoi. Quand le roman commence, ça fait 15 ans qu'elles se sont pas adressé la parole. Anaïs a quitté son 19e arrondissement natal pour partir s'installer à Nice, où elle travaille sur une plage. Oui, parce que c'est une grosse tête, Anaïs. Ouais, c'est une grosse tête. On reviendra un peu sur son profil psychologique. Voilà, et puis elle avait commencé une carrière dans le marketing et à un moment donné, elle a tout lâché. Un burn-out. Ouais. Alors, elle s'occupe d'une plage, donc il faut savoir que sur la Côte d'Azur, s'occuper d'une grande plage, c'est pas non plus de tout repos, mais ça n'a rien à voir avec la carrière qu'elle avait commencée à Paris. Elle a un compagnon, mais il n'arrive pas à avoir d'enfant. Et elle approche des 40 ans et elle a l'impression que sa vie n'a pas de sens parce qu'elle n'a pas d'enfant. Et finalement, tout le reste qui pourrait la rendre heureuse n'a pas d'importance parce qu'il lui manque ce qu'elle considère être essentiel. Et donc, lorsque Marie l'appelle, c'est pour lui annoncer que sa maman est morte.
et qu'elle aimerait beaucoup qu'Anaïs vienne pour la cérémonie d'adieu qu'elle lui organise. Et là-dessus, Anaïs hésite vraiment à rentrer parce qu'elle n'a pas envie de se laisser happer par son enfance et par tout ce qu'elle a laissé derrière elle. Et finalement, c'est un peu ce qu'on disait il y a 30 secondes. Lorsqu'on ne laisse pas l'enfant en nous exister, il nous rattrape d'une manière ou d'une autre. Et Anaïs, c'est un petit peu ça. Et je voulais montrer que parfois, lorsqu'on n'ose pas faire face à son passé, que l'on n'ose pas affronter les drames qui nous ont construits, la vie ne nous laisse pas avancer. Ça peut paraître un peu mystique de dire ça comme ça. Non, pas du tout, Sarah. Et donc, ça va être ça la trajectoire d'Anaïs dans ce roman. Elle va être obligée de se confronter à ce qui l'empêche d'avancer pour peut-être trouver la solution dans ce qui la rend malheureuse. Puisqu'il y a quelque chose, il y a comme une épine dans son cœur, en fait. Voilà, c'est ça. Et alors, moi, ce que je trouve extraordinaire dans ce roman, et c'est pas facile, c'est l'aller-retour entre le présent et le passé. C'est pas un roman narratif au sens précis où ça commence dans le passé, ça évolue. Oui. C'est des retours sans arrêt, ce qu'on appelle des flashbacks au cinéma. Ça doit pas avoir été si facile que ça, Sarah Baruch, de faire une structure de roman comme ça. Comment ça s'est mis en place, cet échiquier? C'est vrai que j'avais un peu peur au début de perdre les lecteurs, mais je voulais que ça se passe comme dans la vie. Donc Anaïs va revenir dans son quartier parce qu'elle va finalement accepter de venir à la cérémonie d'adieu. Et j'ai l'impression que dans la vie, il y a des gens, des endroits qui sont des mondes à eux tout seuls. On les oublie, on croit qu'ils ont disparu, et lorsqu'on les recroise, ce sont tous des pans de notre existence qui mémoire, nous reviennent. Ouais. Et c'est parfois, enfin, c'est affolant. Moi, je sais que j'ai grandi dans le 19e arrondissement. Il y a des endroits, je n'habite plus dans ce quartier aujourd'hui. Quand il y a des endroits, des rues que j'ai pas empruntées depuis des années, et quand j'ai écrit ce roman, j'ai refait en fait le trajet de mon héroïne, et je ressentais ça. Je suis passée devant mon collège, je suis passée et j'avais des visages, des noms de gens qui me revenaient, mais que je ne vois plus du tout aujourd'hui. Je sais même pas ce qu'ils deviennent. Et voilà, je voulais raconter ça. Donc il fallait que ça se passe comme ça. Je pouvais pas commencer dans l'enfance et puis arriver à l'âge adulte. Je voulais prendre mes personnages à l'âge adulte avec leurs problématiques de femmes et montrer à quel point la vie nous rattrape, le passé nous rattrape pour nous faire avancer. Alors justement, Sarah, on parlait du 19e. Moi, j'étais étonnée, je vous ai fait part de mon étonnement en antenne, de savoir que, en fait, ce quartier, Butte-Chaumont, etc., qui est quand même maintenant assez bobo, ne l'était pas du tout. Et vous décrivez dans votre livre ce quartier comme un peu les cités qui pourrait y avoir en banlieue, avec et en amont. Et je pense que c'est très prémonitoire. Et votre livre n'est pas une somme de clichés. C'est ça qui est bien, c'est vraiment vécu. Alors évidemment, le racisme qu'on voit se profiler dans cette fameuse scène incroyable où une sœur voilée, une sœur devient voilée, où le professeur. Exactement. Alors ce sont des choses. Bon, ça s'est pas passé exactement bien comme sûr. Ça, mais il y a réellement eu une jeune fille qui est arrivée voilée dans mon collège, et au lieu de finalement saisir cette opportunité pour expliquer le rôle de la laïcité, le rôle de l'école, etc., ça a été balayé d'un seul coup. C'est-à-dire qu'elle a été renvoyée FISA, et du coup, ça a réveillé des tensions. Et pour le coup, ce que je raconte, c'est vrai, ça s'est vraiment passé. Moi, j'ai dû changer de collège dans la semaine parce que il y a eu un bond d'antisémitisme là où la religion n'avait jamais eu sa place entre nous. On était des collégiens qui se distinguaient, les clans se distinguaient plus à travers la musique, à travers le sport, à travers le cinéma, qu'à travers la religion. Et je pense que ça a été un début de glissement. C'est le début des années 90. Aujourd'hui, les jeunes se définissent en grande majorité par leur religion. Lorsqu'on demande à quelqu'un ce qu'il fait dans la vie, il nous donne son travail et sa religion. C'est devenu quelque chose d'assez significatif, alors que j'ai l'impression qu'à cette époque, c'était pas du tout le cas. Et il y a eu plusieurs épisodes comme ça de jeunes filles qui sont arrivées avec un voile à l'école. Ça s'est passé à Creil, ça s'est passé dans pas mal de collèges. Et dans ces années-là, 92, 93,
Il y a un passage qui est très beau où elle parle évidemment de la Shoah, de son background familial et à quel point elle est prise par ça et à quel point elle comprend pas l'antisémitisme et la sortie d'un de ses camarades, Sofiane, qui lui dit Hitler n'a pas fini son travail. Oui, il lui dit maintenant qu'il y a des fours à micro-ondes, ça irait plus vite. Qui est une insulte qu'on m'a régulièrement. Vraiment, Ah oui, ça on me l'a régulièrement dite au collège avant que je change. Mais en fait, ce que je voulais raconter, et c'est vrai pour, mais c'est vrai pour, en fait, tous les gens issus de l'immigration dans les familles ont vécu des guerres. Je voulais raconter à quel point finalement, tant qu'il y a des générations où des gens sont vivants, la guerre existe. Et lorsque on lui sort ça, lorsque Sofiane lui sort cette insulte au collège, ça lui fait énormément de mal parce que pour elle, la guerre n'existe pas en tant que conflit, mais elle existe chaque semaine lorsqu'elle va chez ses grands-parents et que la guerre est présente d'une façon ou d'une autre et qu'il y a encore des tableaux avec les photos d'un frère, d'une sœur morts dans les camps, qu'il y a encore une grand-mère qui pleure chaque semaine parce qu'elle pense à ceux qu'elle a perdus. Donc dans la mesure où elle voit ses grands-parents quasiment chaque semaine continuer d'être triste à cause de la guerre existe. C'est pas uniquement quelque chose qu'on raconte en cours d'histoire, mais c'est vrai pour les jeunes Algériens qui ont vécu quelque part la guerre d'Algérie, c'est vrai pour toutes ces personnes qui sont arrivées d'Afrique et qui existent dans ce quartier. Donc finalement, lorsque le racisme se réveille, c'est que tous ces jeunes qui sont tous des Français trimballent avec eux des guerres de leur famille interne avec lesquelles ils ont grandi. Sarah, on va marquer une pause et on se retrouve tout de suite. Envole-moi. Vous nous envolez, on s'envole avec vous chez Albin Michel. À tout de suite. Et bien sûr, Envole-moi de Jean-Jacques Goldman, Sarah Baruch, Envole-moi, Albin Michel. Et bah oui, c'est... Quelle coïncidence. Quelle coïncidence. C'est la chanson qui donne le titre du livre, ou c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Oui. Hein. Bien que vous mettez en exergue évidemment quelques phrases Minuit se lève en haut des tours, les voix se taisent et tout devient aveugle et sourd. C'est donc bien Jean-Jacques Goldman qui est en exergue et pas Victor Hugo. Évidemment. Il doit être content, vous lui avez envoyé ? Oui, je lui ai envoyé très récemment parce que on va dire que c'est quelqu'un qui ne donne pas son adresse à tout le monde. Alors vous avez réussi. Donc c'est pas moi qui lui ai envoyé directement, c'est quelqu'un parce que sinon on va avoir des milliers d'appels là. Que Sarah Baruch non, nous donne je n'ai pas le portable de Jean-Jacques Goldman. Voilà. Non. En fait, le livre pouvait pas s'appeler autrement, mais ça, il faut le lire jusqu'à la fin pour le comprendre. Et au-delà de ça, dans le quartier où Anaïs et Marie ont grandi, alors évidemment, pour avoir l'air cool et être introduite dans les bandes, il fallait écouter du rap. Donc il y a pas mal de passages comme ça sur ce que les adolescents s'imposent les uns aux autres pour faire partie des clans à la mode, etc. Et lorsqu'elles étaient en revanche à l'abri dans leur appartement, enfin l'une chez l'autre et l'autre chez l'une, elles écoutaient Jean-Jacques Goldman. Elles faisaient même quelque chose qui s'appelait les correspondances Jean-Jacques Goldman, où elles s'écrivaient dans leurs agendas à travers les chansons de Jean-Jacques Goldman. C'est extraordinaire, ça, franchement. Donc voilà. Mais on avait ça quand même pas mal avec différentes copines. Quand on se plonge dans les textes de Jean-Jacques Goldman, quand même, c'est assez profond. Ouais, c'est assez profond, c'est vrai. Et il couvre un véritable panel de la vie. De toute façon, c'est quand même le chanteur le plus aimé des Français, donc c'est pas pour rien. Hein. Non, mais... Alors, Sarah Baruch, c'est vrai que il y a toute cette partie dont on a parlé dans la première partie de notre émission, qui est donc cet adolescent, cet enfant, ses deux copines, et puis il y a cette deuxième partie où 15 ans après, elles vont effectivement se retrouver. Et là, c'est comme si, évidemment, entre deux copines, le temps ne semble pas se passer. Et là, c'est un autre registre. Là, on est vraiment dans Thelma et Louise, ce film incroyable des deux copines qui partent et tous déglinguent au fil du voyage. C'est un peu ça. On est un peu moins fort. Moi, j'ai une question à vous poser, Sarah. Puisque c'est aussi un de mes films fétiches, Thelma et Louise. Donc, j'étais accro au roman. Je me suis dit, waouh, c'est génial et tout. Vous avez quand même pas voulu pousser le bouchon, j'ai envie d'employer cette expression, au point
que ça devienne trop grinçant. Et alors, ce qui est génial, après je vous laisse parler parce que j'ai tellement de choses à dire sur ce livre. C'est vrai que, bon, elles ont l'accident, elles s'en sortent. Et puis après, je trouve que cette scène est absolument géniale parce qu'on a le cœur qui bondit. Bon, il va se passer un truc quand elles sont logées chez ce couple bizarre de Normands. On se dit, ah, putain, ça va pas le faire. Il va se passer quelque chose. Ça va pas. Il y a un truc qui va se passer. Il ne se passe rien, en fait. Je voulais aller à l'encontre des clichés. Pour moi, c'était vraiment une revanche à prendre sur la liberté. J'ai l'impression que les femmes, on nous met beaucoup d'obligations par rapport à la maternité, par rapport à ce qu'on doit faire, l'image qu'on doit renvoyer. Et lorsque Marie propose à Anaïs de partir, c'est un rêve d'adolescence, en fait, d'adolescente qu'elles avaient. Elles étaient fans de Thelma et Louise et elles s'étaient toujours dit qu'un jour, elles se feraient un week-end à la Thelma et Louise. Qu'en gros, elles partiraient à l'aventure. Il s'est passé un drame dans leur adolescence où elles se sont dit que là, elles avaient plus le choix. Et puis finalement, il s'est passé quelque chose et elles n'ont pas pu le faire. Et 15 ans plus tard, Marie saisit l'opportunité de la mort de sa maman pour partir. Parce qu'on apprend assez tôt dans le roman, donc ça je peux dire qu'en fait la mère ne vient pas de mourir, qu'elle est morte plusieurs mois plus tôt. Et que Marie, un peu de mauvaise foi, dit « Mais je t'ai pas dit que je t'invitais à son enterrement, je t'ai dit que je t'invitais à la cérémonie d'adieu. » Donc là, on se demande vraiment ce que Marie a préparé comme cérémonie d'adieu. On va le comprendre au fur et à mesure. Mais bon, c'est un peu absurde. Voilà, donc finalement, Anaïs qui se met sans cesse des obligations, il faut savoir qu'elle est en train de faire une fausse couche. On le sait dès la première page, que lorsqu'une fausse couche commence, on sait quand elle commence, on sait jamais quand elle termine, ni comment elle va se terminer. Donc elle se dit qu'il faut qu'elle reste à Paris pour attendre la fin, qu'il faut qu'elle prévienne son mari, qu'il faut qu'elle aille à son travail. Enfin, elle a plein d'obligations comme ça, jusqu'au moment où elle se dit mais pourquoi je m'oblige autant ? Est-ce que je peux pas m'accorder un peu de liberté par rapport à tout ça, même un peu de liberté par rapport à ma peine et accepter de vivre autre chose. Et Marie, c'est un peu pareil. Elles évoluent en effet miroir. Marie, elle a eu un bébé très jeune avec lequel elle a jamais réussi véritablement à créer des liens et à s'attacher. Dans le travail, elle s'est toujours perdue dans ses mariages. C'est quelqu'un qui va mal. Hein. C'est voilà, quand même c'est une quelqu'un. Détraquée, hein, voilà, même, hein. Elle est en détresse. Et bon, elle a une opportunité. Elle a peut-être trouvé enfin un travail qui va lui plaire, qui va la satisfaire. Et voilà, c'est une façon pour elle de mettre un terme à tout ce qui l'a déçue jusqu'ici. Et elles ont 2 jours. Et elles ont l'intention d'en profiter et d'aller voir la mer. Mais voilà. C'est plus compliqué que ça. Hein. Évidemment. Alors, je parlais du titre. C'est vrai que le titre est double. Oui. Hein. C'est à la fois la chanson de Goldman qu'elles passaient dans leur chambre d'ado. Et c'est aussi une référence, on peut le dire, puisque plein de gens ont vu ce film, à la dernière image de Thelma et Louise, où effectivement, les héroïnes s'envolent. Oui. Et Marie va s'envoler aussi. Il y a un envol. Ce sont 2 envols. Anaïs s'envole à sa façon, Marie s'envole à sa façon. Mais c'est effectivement... plus rien ne sera jamais pareil après ces 2 jours. Et cette chanson de Goldman est d'autant plus importante que elle parle, à l'origine, elle a été écrite, enfin, c'est quelque chose que j'ai lu en tout cas, en référence à la cité des 4000 à la Courneuve. Et ces 2 adolescentes grandissent dans une cité, dans le 19e arrondissement, où il y a cette violence, où il y a, il le dit d'ailleurs à un moment donné dans la chanson, toutes ces vies que je ne connais pas. Alors qu'en fait, elle rêve, oui voilà, elle rêve de s'émanciper, elle rêve de quitter cette cité. Et donc cette chanson, c'est un peu leur hymne d'adolescence. Donc c'est une façon de reconnecter le passé et l'après. Et l'après, un très joli roman. On n'a pas le temps, on aurait tellement de choses à dire. L'écriture est là, l'écriture elle rythme la vie de tous ces adolescents. Elle ne nous lâche pas, votre écriture, Sarah. Comme d'habitude, une histoire c'est rien. Savoir l'écrire, c'est beaucoup. L'amitié entre 2 adolescentes qui tournent mal après, 15 ans après, mais votre écriture, elle est là.
elle est extraordinaire. Donc vraiment, je conseille à tous nos éditeurs, c'est l'été, il faut emmener avec soi Envole-moi, on va s'envoler sur les plages. Sarah Baruch, et c'est chez Albin Michel. Merci Sarah, écrivez vite pour Merci, revenir Lana. nous voir. Avec Merci, au revoir.